répartie. Et elle est mal répartie parce que ceux qui ont faim sont ceux qui sont trop pauvres pour se procurer de la nourriture. Ce sont les pays riches qui sont les principaux exportateurs de nourriture. Cette nourriture, ils ne l'exportent pas par altruisme, ils l'exportent à des consommateurs. Et ceux qui ont faim, ce sont ceux qui sont trop pauvres pour acheter de la nourriture. Donc les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim à travers le monde, ce sont des non-consommateurs. Et ce qui est marquant, c'est que 3/4 de ceux qui ont faim sont des paysans qui donc produisent de la nourriture, mais en produisent trop peu pour faire face à leurs propres besoins, et sont en plus à la merci de tous les aléas climatiques. C'est-à-dire qu'un paysan d'Amérique, il va nourrir 80 personnes, et un paysan indien, il va nourrir tout juste sa famille. Alors au niveau mondial, vous avez produit une carte. Comment est-ce qu'on peut commenter cette carte pour essayer de répondre à cette question qui est évidemment préoccupante? Cette carte est très parlante. Elle montre qu'aujourd'hui, l'arme alimentaire est détenue par les pays du Nord, par les pays riches. Pourquoi? Parce que ces pays dépensent beaucoup d'argent pour soutenir leurs agriculteurs, et comme ils dépensent beaucoup d'argent, ils produisent des quantités énormes de nourriture qu'ils exportent, parce qu'il faut bien s'en débarrasser, en les subventionnant. Donc cette nourriture, elle part des pays du Nord, ou des pays riches, des pays développés, même des pays du Sud développés, comme l'Afrique du Sud, ou comme jusqu'il y a peu l'Argentine ou la Thaïlande, et cette nourriture, elle arrive dans des pays où les paysanneries ne sont pas, elles, soutenues, et elles sont exposées de plein fouet à cette nourriture dont le prix de vente n'est pas un prix normal, mais il correspond à toutes les subventions qui sont apportées par les pays du Nord. Et sur cette carte, on voit bien qu'il y a des zones de pénurie alimentaire récurrentes qui sont des zones de pauvreté. On le voit pour les Andes, on le voit pour le nord-est du Brésil, on le voit pour l'Afrique du Sahel, et on le voit aussi pour ce qu'on appelle l'Asie du Sud, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh. Et c'est très marquant cette situation de l'Inde parce que les non-consommateurs n'ont pas accès à la nourriture, quand bien même on a plus de 200 millions de tonnes de stock. Est-ce que ce cas général tel que vous le décrivez s'applique plus particulièrement au continent africain? Vous avez élaboré une carte qui superpose plusieurs données sur le continent africain. Qu'est-ce qu'il en est pour ce continent? L'Afrique pourrait très bien être le grenier du monde, parce qu'elle a d'énormes réserves, si elle était plus moderne, si elle avait pu adopter des politiques de soutien à l'agriculture. Et donc vous avez une espèce de malnutrition globale dans tout le continent africain. On voit sur cette carte que plus d'un tiers de la population est touchée par la malnutrition chronique dans un grand nombre de pays. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le bruit de fond de la faim. Et ce qui est grave en Afrique, c'est qu'en plus de cette malnutrition de fond, se superposent des famines, c'est-à-dire des crises aiguës, avec des ruptures absolues de nourriture pour des populations entières, qui entraînent à brève échéance la mort de ces populations si on ne peut pas intervenir. Et qu'est-ce qu'on constate en Afrique? C'est que depuis 30 ans, toutes les famines se produisent dans le contexte de guerre, de privation orchestrée de nourriture par des gouvernements ou par des mouvements armés, des rébellions, contre des populations qui sont souvent des populations en situation de minorité, minorité religieuse, minorité politique, minorité ethnique. L'Afrique est aujourd'hui le continent des famines. Et je distingue 3 sortes de famines. Les famines d'aujourd'hui sont des famines créées et niées quand le but est de faire disparaître une minorité indésirable qui a été en général préalablement affaiblie par des années de politique discriminatoire. On se retrouve face à ce problème, par exemple, au Soudan. Et puis, il y a d'autres famines qui sont des famines qu'on pourrait appeler des famines exposées. C'est-à-dire que le but de ceux qui orchestrent ces famines, c'est d'aboutir à ce que des populations, le spectacle de populations affamées, soit exposé aux médias, exposé aux agences d'aide, pour faire venir l'aide internationale et pour permettre à des mouvements armés ou à des gouvernements de disposer de moyens matériels que la baisse de l'aide publique au développement depuis la fin de la guerre froide ne leur permet plus d'obtenir par d'autres moyens, comme la rente géopolitique par exemple. Et là, vous pensez à quel pays? Je pense notamment au Sierra Leone ou au Libéria. Et c'est tout le paradoxe aujourd'hui des famines, c'est que ce sont des famines qui ne doivent plus rien au climat. Par exemple, celle de l'Ogaden en mars 2000. Mars 2000, c'était une famine qui avait été annoncée depuis des mois par les organisations non gouvernementales. Et on peut dire que le gouvernement éthiopien a attendu le dernier moment pour crier à l'aide, parce que malheureusement, dans le système
actuel de la coopération, seule l'urgence est rentable. On évoquait le Soudan tout à l'heure. Il y a une autre carte que vous avez élaborée et qui est une superposition de données entre le sud du pays et la limite, les contours de concessions pétrolières. Que signifiez-vous par là ? Sur cette carte, nous constatons que depuis la découverte et l'exploitation des gisements de pétrole au sud du Soudan, une politique de nettoyage et de sécurisation des territoires autour des gisements pétroliers est mise en œuvre et que cette politique aboutit au déplacement de population, à ce que j'appellerais même des déportations dans des conditions extrêmement meurtrières, et que ces réserves pétrolières au Soudan aboutissent à rendre aujourd'hui ce régime fréquentable alors qu'il était jusque-là au banc des nations, et que malheureusement, chaque fois que le pétrole est en jeu, l'utilisation de la faim comme arme est particulièrement marquée. C'est le cas aussi de la Corée du Nord ou pas ? Alors la Corée du Nord, c'est un gouvernement en faillite, un gouvernement qui paye le prix de 20 ans de régime stalinien, qui est tout à fait tourné dans un effort de guerre, qui légitime toutes les privations, les rationnements imposés à sa population par une sorte de menace extérieure, et qui depuis 1995, c'est-à-dire depuis la baisse de l'aide chinoise et soviétique, fait appel à l'aide internationale en prétextant des catastrophes climatiques, alors qu'en fait c'est un pays qui est à bout de souffle économiquement. Et le paradoxe, c'est qu'on aide ce pays parce que personne ne veut aujourd'hui l'effondrement de la Corée du Nord, parce que cela permet, l'existence de la Corée du Nord permet de légitimer le maintien de milliers d'hommes en Corée du Sud, le long du 38e parallèle. Essentiellement des Américains. Bien sûr, oui, j'ai dit d'hommes, mais ce sont de soldats américains dans une zone qui est une zone vraiment stratégique. Et la Corée du Nord est aidée pour des raisons géopolitiques sous la forme d'une aide humanitaire. Donc les organisations humanitaires qui constatent comme action contre la faim, après des mois de présence, que l'aide ne va pas à ceux qui devraient en avoir besoin, c'est-à-dire aux populations qui sont littéralement affamées. Et je redoute que le jour où le pays s'ouvre, on se rende compte qu'il y a eu en Corée du Nord des millions de morts. C'est ce que montrent d'ailleurs les réfugiés qui arrivent en Chine notamment. Eh bien, on continue à aider ce pays alors qu'on sait très bien que l'aide ne va pas là où elle devrait aller pour des raisons géopolitiques. Je trouve que votre discours conduit au réalisme sûrement, mais peut-être au pessimisme, parce que moi je me souviens que la faim dans le monde, on pouvait faire quelque chose contre parce qu'elle était d'ordre climatologique, naturel et équilibre de l'alimentation. Aujourd'hui, la réponse, votre réponse, elle est strictement politique. Donc, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, il y a déjà une raison d'espérer, c'est le fait qu'aujourd'hui on est 6 milliards sur la Terre, demain on sera 12 milliards, enfin demain dans un siècle, et qu'on sait qu'on a suffisamment de nourriture potentiellement pour nourrir chaque être humain. Le problème c'est, la nourriture est-elle accessible ? Donc là on se retrouve dans le contexte de la malnutrition, qui est un problème de pauvreté, et on constate que chaque fois qu'un pays se développe et qu'un État est suffisamment conscient de la nécessité de lutter contre l'injustice alimentaire, la faim diminue très vite, mais que des famines persistent et que ces famines qui persistent sont le produit d'une volonté politique de priver certaines populations de nourriture. Donc finalement, ça veut dire que chaque fois qu'on peut, pour reprendre la formule d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, restaurer la démocratie, la liberté de la presse, le déplacement des populations, le déplacement spontané, parce que la meilleure réponse à une pénurie alimentaire, c'est la migration. Quand les gens peuvent se déplacer, ils peuvent trouver de la nourriture, puisque cette nourriture existe. Donc les famines pourraient très facilement être enrayées. Mais il faut en finir avec l'impunité internationale. Il faut cesser de soutenir les régimes affameurs. Je vous remercie de ces explications sur ces données qui sont à la fois très larges géographiquement et extrêmement complexes. Si vous souhaitez approfondir ces données, je vous signale que Sylvie Brunel publie en février 2002 un livre qui s'appelle « Famine et politique » qui traite de ces questions-là et c'est publié aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup pour cet entretien et je vous dis à un prochain Dessous des cartes.